Et bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé, on a 1h15 de retard. Voilà. C'est un record, je crois. Ouais, c'est un record, ouais. Mais on peut faire mieux, on peut faire mieux. Ouais, je pense faire mieux. La prochaine fois, on fera la perme et en commençant c'est quoi les bails et on sera bien. Bonsoir tout le monde. Alors, on va essayer de faire 1 heure d'émission. On va essayer de s'arrêter vers 20h. Donc, on va aller très très vite sur les sujets. Je suis désolé. Mais on se retrouvera dans 2 semaines aussi pour plus se développer. Je vais présenter sans tarder mes invités. Tout d'abord, Tariq. Bonsoir, Tariq. Bonsoir. Bonsoir à tous. Samir. Bonsoir, Samir. Bonsoir, enchanté. Youssef, bonsoir Youssef. Bonsoir. Dites-moi dans le chat si vous aimez la coupe de Youssef parce qu'il n'est pas content de sa coupe, alors qu'on n'arrête pas de lui dire qu'elle est bien sa coupe. Ah, il est beau gosse, BG en T-Max. BG en T-Max. Bah non, mais elle est bien ta coupe. Mais attends, on va dire BG. Parle dans le micro, On va dire que t'es BG. Non, mais vas-y, on est ensemble. Et enfin, BG Youssef. Mais voilà, ouais, BG de ouf. Le premier commentaire. Youssef BG Ultime. BG Ultime. Voilà. Ultimate BG. Et enfin, pour sa première, monsieur Ahmed Noukbo. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. tout le monde. Bonsoir. Qui était déjà venu, d'ailleurs. Il était déjà venu sur un Twitch. Qui était venu sur le Twitch qui était venu sur le Twitch sur vous vous rappelez ça devait parler de racisme, je pense. Oui, mais c'était le fameux Twitch où on avait reçu Jean-Marc Rouillard. Voilà, le Twitch du 29 novembre. Le butin de guerre. Mais oui. Ah ouais. Le fameux Twitch du butin de guerre. Donc Ahmed qui fera partie de l'équipe et qui reviendra souvent pour discuter avec nous de l'actualité. Est-ce que tu es fier de faire partie de cette équipe du CNews décolonial? Ah bah absolument, c'est un grand honneur que vous m'offrez. CNews décolonial. Qui me permettra en fait d'exprimer mes idées qui souvent rejoignent les vôtres. Donc c'est une vraie convergence, c'est presque de la cohésion, quoi. Mais j'espère que si tu n'es pas d'accord, tu nous taperas, tu feras la bagarre. Sans aucun souci, sans aucun problème. Et on va commencer très vite parce qu'on doit aborder plusieurs sujets. Et je voulais d'abord parler d'une nouvelle pas très réjouissante. C'est la disparition de Alain Krivine, que je ne me trompe pas parce que d'habitude je l'appelle Kirvin. Donc c'est Alain Krivine qui est mort samedi, il me semble, le samedi 12 mars. À l'âge de 80 ans. Fondateur de la LCR, qui a donné ensuite le NPA et qui est vraiment une figure de la gauche révolutionnaire et du trotskisme en France. Est-ce que vous avez quelque chose une figure de mai 68 aussi. De mai 68 aussi, effectivement. Est-ce que tu l'as connu, toi, Youssef? On l'a rencontré une fois. En 2005, au moment de la création des Indigènes de la République. Une rencontre pas du tout sympathique. Ah d'accord. Ça ne retire rien à l'hommage qu'on doit lui rendre et au respect qu'on doit avoir pour lui. Mais c'est vrai qu'on avait des divergences. J'ai fait un post où j'explique cela. D'abord, hommage total à ce militant qui, contrairement à beaucoup d'autres, n'a jamais renié son engagement. Donc, effectivement, il est trotskiste. Un des fondateurs de l'LCR, l'ancêtre du NPA. Et donc, l'LCR elle-même qui est membre de ce qu'on appelle la 4e internationale. Enfin, pour la refondation de la 4e internationale. C'est des histoires pas très évidentes pour les jeunes qui ne comprennent sans doute pas cela, mais bon, on leur expliquera un jour. C'est des scissions. Voilà, 4e internationale ouvrière. Et en tout cas, c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours eu beaucoup de respect. Je veux dire, en dépit de notre divergence, où je crois qu'il ne comprenait pas du tout ce qu'était l'antiracisme politique, c'est la vérité. Et notre besoin d'autonomie, on l'avait rencontré avec Madame Ouria Boutelja, et c'était à leur siège, au siège du NPA à Montreuil, à Orthographie. Et voilà, donc ça avait été court, bref, mais alors pas du tout satisfaisant. Bon. Alors, je dis que, et c'est ce qui fait, disons, le monde militant. Dans le monde militant, on peut avoir des divergences, mais on doit toujours rendre hommage aux militants, aux vrais militants. C'était un vrai militant qui toute sa vie il a tenu la route. On en a vu tellement qui ont retourné leur veste, qui ont trahi, Alors dans toutes les familles politiques, que ce soit aussi bien les trotskistes que les maoïstes, etc. Mais là, effectivement, il a toujours, et puis surtout, jusqu'au bout, il est resté militant. Et il faut dire une chose, c'est qu'il était à la retraite. Là, évidemment, il est
permanent du NPA, donc ancien aussi de la LCR, et il vivait avec une petite retraite. Je veux dire, il n'a eu aucun avantage, il n'a demandé aucun privilège, et au moment où tant de traîtres, on ne va pas les citer, mais il y en a un paquet, tous les anciens Mao, vous les connaissez, BHL, vous en connaissez quelques-uns, Finkielkraut, qui ont été compagnons de route du maoïsme en France, mais d'autres également, Romain Goupil, Ouais. etc. Jospin était trotskiste aussi, je crois. Non Jospin, oui, Ouais. oui, bien sûr. Il a été Lambertiste. ouais, pas trotskiste, lambertiste. Ah, d'accord. Voilà, donc hommage total Ouais, voilà. à On va Alain faire Krivine. court, Ses obsèques auront Youssef, lieu. parce que, Non, ouais. simplement pour dire que ces obsèques auront lieu ces jours-ci. Ça sera au Père-Lachaise. Ceux qui veulent s'y joindre. Et moi, je vais essayer d'y aller. Et voilà, il faut absolument rendre hommage à ce grand militant et toujours honorer les militants qui tiennent la route. Toujours, même si on a des divergences avec eux. Oui, je me suis trompé, les gens, sur le titre. Vous m'excuserez, vous remettrez le R à sa place. Et oui, il y a la chaîne Minute Rouge pour voir un peu tous les trucs. Vraiment, si vous voulez une introduction à toutes les discussions autour du marxisme, allez voir la chaîne Minute Rouge. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur Alain Krivine? Un hommage et une solidarité avec les camarades du NPA. Moi, je l'avais rencontré tout à fait par hasard en 1996 à l'occasion d'une manifestation de sans-papiers qui avait atterri à l'église Saint-Bernard. Et on avait eu une discussion assez houleuse dans les mois suivants, mais je respecte l'honnêteté et la sincérité du personnage. Franchement, quelqu'un qui reste sur ses positions, mais qui est vraiment honnête, qui ne parle pas, qui te dit les choses telles qu'il les conçoit, et qui, en fait, avait pris conscience à cette époque-là, donc il a fait quand même pas mal de temps, qu'il fallait pouvoir converger avec les nouveaux groupes sociaux qui apparaissaient dans la société française, à savoir essentiellement les communautés immigrées des banlieues, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, t'as le micro, Youssef. Il y a aussi Fabien qui dit que dans les Mao, il y a aussi Badiou qui n'a jamais trahi non plus. Mais Oui, il y en a pour l'instant, il est quelques-uns, encore vivant. Donc Il y en aura encore quelques-uns, oui, bien sûr. Mais après, la nouvelle génération du NPA est en train de se renouveler là-dessus, donc c'est aussi intéressant. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Alain Krivine? Non. Alors, et on voulait aussi parler très très vite aussi on en avait déjà parlé il y a 2 semaines, de la dissolution de l'organisation Palestine Vaincra. Et donc maintenant c'est acté, elle est dissoute. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus? Tariq, tu voulais dire un mot? Oui. Enfin, déjà, il y a une manifestation, c'est vendredi, il me semble. On mettra dans le lien, ou voilà, mais c'est vendredi, c'est ça? Ou samedi. Bon, bref, le 19, donc on en parlera. Mais oui, enfin, c'est dans la continuité de ce qu'on disait il y a 2 semaines. Et voilà, c'est une dissolution absolument scandaleuse, ce qui est d'autant plus scandaleux. Ouais. Ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est qu'elle ne repose absolument sur rien. C'est une décision purement politique pour faire taire les organisations antisionistes en France. Et puis voilà, donc je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de la radicalisation islamophobe et liberticide du pouvoir qui, du jour au lendemain, décide aujourd'hui de dissoudre des organisations politique, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment se mobiliser parce qu'on est vraiment sur une pente très dangereuse, et un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, je pense qu'on continuerait sur une pente extrêmement dangereuse. Youssef, tu voulais ajouter quelque chose? Ben oui, c'est comme le dit Tarek, c'est un pas de plus vers la fascisation, parce que aujourd'hui, un ministre peut décider, non mais c'est extraordinaire, peut décider de dissoudre une organisation comme cela. Alors, le prétexte est quand même assez intéressant, il faut reprendre les termes. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les termes qui sont utilisés, le prétexte qui est utilisé, c'est de dire que Palestine Vaincra prétend qu'il existe une islamophobie d'État. C'est absolument incroyable qu'il existe une islamophobie d'État. Donc on reproche à ce groupe, et cela justifie la dissolution, c'est pas rien. Parce que ce groupe, selon Darmanin, prétend qu'il existe une islamophobie, même mondiale. Et cela est inadmissible, et ça justifie qu'il soit dissous. Alors ça, c'est extrêmement grave. Alors c'est pas la peine ensuite de venir nous parler de démocratie, de Poutine, le dictateur, etc. D'accord ? Non, mais que les choses soient claires. D'ailleurs, on va en parler. D'accord ? C'est l'introduction. Voilà. Nous y sommes. Poutine. Nous y sommes. Non, parce que ce qu'il y a de grave, à la limite, que Darmanin fasse ça, c'est un fait. Mais le plus grave, je dis bien, dans ce pays, eh bien, c'est le silence. Oui. C'est le silence de ceux qui devraient s'insurger contre cela. Le silence de la presse. On vient de chercher, t'entends la police. Le silence, je sais bien. C'est la police de la pensée. Il m'avait prévenu. Ils sont là à l'heure. Donc voilà. Non, mais c'est absolument ignoble.
au sens propre du terme, c'est-à-dire d'absence totale de noblesse. De noblesse. Et ce qu'il y a de grave, je le répète, c'est le fait du silence et le fait qu'il y ait tant de personnes, tant de monde qui acquiesce à cela. Et je crois que ça va avoir des conséquences très graves, parce que c'est Palestine vaincra aujourd'hui, mais bien sûr demain ça pourrait être n'importe quelle autre organisation. Donc voilà, les gens sont au courant, ils le savent. Donc demain, ne venez pas protester, parce qu'il n'y aura plus personne pour protester à vos côtés. Il y en a que je pense qu'à gauche ça arrange pas mal, vu qu'ils sont pas clairs sur ces questions. Je pense que, en fait, il y en a beaucoup qui, quand ça concerne la Palestine, les organisations palestiniennes sont les premiers à venir nous faire des leçons. Ou contre l'islamophobie aussi. Ouais, et quand ils voient des organisations se faire dissoudre pour des raisons fallacieuses, ils sont très silencieux, on les entend pas. Je pense que aussi le silence de certaines organisations c'est de la lâcheté, de toute façon. Tu peux pas être neutre dans un moment d'injustice. Mais une dernière chose, c'est que merci. Je pense qu'il ne faut pas prendre isolément le cas du collectif Palestine vaincra dans la radicalisation autoritaire, mais surtout, il faut le réinscrire dans tout le mouvement de répression contre la solidarité envers la Palestine en France, qui se matérialise aussi dans la répression contre BDS et contre toute forme d'action politique des plus légales, puisque c'est le boycott pour BDS, etc. C'est des manifestations pour Collectif Vaincra. Donc je pense que c'est dans un mouvement d'ensemble qu'il faut voir tout ça. Et dans le même temps, on organise un boycott des produits russes. Ah oui, donc, ça bien sûr. Là, la cohérence... Et de la culture russe, etc. Il y a tout point de vue. On recherche la cohérence. Et il n'y a pas que Palestine Vaincra. N'oublions pas qu'il y avait aussi le CAP, Comité d'Action Palestine de Bordeaux. Hein. Les deux ont été dissoutes. Ces deux associations ont été dissoutes en même temps. Tu ajoutais quelque chose, Ahmed ou... Non, moi je considère de toute façon que moi j'ai été un militant très actif contre l'apartheid en Afrique du Sud, et j'apporte mon soutien total à la lutte des Palestiniens pour la restauration de leurs droits. Je veux dire, il y a un processus colonial qui a été mis en place, je veux dire, sur la terre de la Palestine. Ce n'est pas mon sujet premier, mais j'apporte un soutien total à la lutte des Palestiniens pour la restauration de leurs droits. Ça, il n'y a pas de discussion en ce qui me concerne à ce niveau, quoi. On va passer clair, net, carré comme en Corée. Carré comme en Corée, ouais. Ça qu'on aime. On va passer à un autre petit sujet avant de parler de l'Ukraine. C'est apparemment il y a des... Alors je n'étais pas au courant. Tariq, je n'ai pas fait mon travail. Je suis désolé les gens. Une fois de plus. Il y a des grèves de la faim dans les centres de rétention. Est-ce que tu peux nous en parler, Tariq ? Oui. Samedi, en fait, il y avait une manifestation à Vincennes, parce qu'il y a un centre de rétention là-bas. Explique peut-être un peu plus ce que c'est. C'est le centre de rétention administratif, en fait. C'est là où on enferme des personnes migrants, etc. Pour ensuite les sans-papiers, précisément. Quand un sans-papier est ramassé dans la rue, il est transféré immédiatement dans ce genre de lieux, des prisons qui d'ailleurs sont quasiment illégales. Qui sont des zones, il faut vraiment se rendre compte ce que c'est. C'est l'opacité la plus totale. Ce sont des zones de non-droit. Ce sont des zones où les sans-papiers n'ont pratiquement aucune protection juridique, parce qu'en plus ça dépend du ministère de l'Intérieur. Donc c'est ça qui rend la chose encore plus dangereuse. Et donc il y a une grève de la faim au CRA de Vincennes. Quand je parlais des humiliations, il y a un article de Mediapart qui est sorti il y a une semaine ou deux. Pendant la prière là ? Oui, pendant la prière, qui diffuse du porno pendant la prière, etc. Enfin bref. Le niveau de laideur, quoi. C'est à vomir. C'est à vomir tout simplement. Et précisons que ce sont des lieux où il y a des suicides qui ont lieu très couramment, puisque des gens préfèrent se suicider plutôt que d'être expulsés, d'être renvoyés. Et ça, c'est absolument aussi quelque chose de terrible. Et avec la loi immigration, sous Collomb, ils avaient d'ailleurs augmenté le nombre de jours de rétention, etc. Donc ce sont véritablement des zones de non-droit. Il y a même des personnes qui demandent à être en prison plutôt qu'être dans ces centres-là. Donc il y a vraiment une opacité totale sur ce qui se passe là-bas. Et je pense que l'une de nos responsabilités aussi à nous, antiracistes, etc., c'est d'apporter notre soutien, d'aller dans les manifestations quand il y en a, parce que c'est absolument ignoble ce qui est en train de se passer là-bas. Oui, mais ce ne sont pas des Ukrainiens. Non. Voilà. On me dit c'est décision administrative et pas judiciaire, donc c'est même pas un juge qui les envoie. Ce sont des prisons illégales, mais absolument des prisons illégales. La République française a aujourd'hui des prisons illégales sur son territoire, dans lesquelles sont détenus. Alors on a parfois des enfants même. Oui. Et d'ailleurs, juste. On s'offusquait beaucoup, vous vous en souvenez, ces images ignobles, de personnes qui étaient retenues dans des centres administratifs aux États-Unis, qui étaient séparées.
des familles qui s'étaient Quand séparées. il y avait Trump, le Trump, méchant. oui, Voilà. le Bon, méchant, ouais. Très bien. Ce qui est absolument ignoble. Oui. Bah, en fait, en France, vous prenez le RER, vous allez à Vincennes, et là-bas, il se passe exactement la même chose. Donc là aussi, on en parlera par rapport à la Russie, mais cette indignation, Les géométrie indignations variable, sélectives, quoi. regardons déjà ce qui se passe là sous nos yeux, là, maintenant, en ce moment, et indignons-nous face à ça, contestons face à ça. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une manifestation donc samedi au Bois de Vincennes. Tout est fait, donc je parlais d'opacité, mais tout est fait pour faire taire et pour casser toute forme de solidarité. Il y avait à peu près une quarantaine de personnes, sauf qu'il y avait des camions de flics de partout, donc justement pour intimider les gens et surtout pour pas qu'il y ait de solidarité envers ces personnes-là. Donc je pense que c'est bien d'en parler, surtout de visibiliser tout ça. Et voilà. Juste un mot, ils ont fait la même chose en Angleterre en 2005, 2006, 2007 avec des migrants des Caraïbes qui étaient venus sans loi en fait travailler aux États-Unis. Ce sont leurs descendants, leurs enfants sont nés aux États-Unis et à partir de 2005, on les avait arrêtés, déportés dans des centres de détention pour en fait les déporter aux Caraïbes, alors qu'en fait ils sont nés et ont grandi en Grande-Bretagne. Donc c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les grandes démocraties occidentales et qui pose effectivement problème quand on voit leur position vis-à-vis des réfugiés ukrainiens, quoi. Et c'est vendredi 18h au métro Ménilmontant pour la protestation contre ça. Fabien qui dit des mini Guantanamo. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce point? Eh ben, on va passer tout de suite au cas de la guerre en Ukraine et avec l'agression de la Russie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites en ce moment. C'est vraiment, ça occupe toute l'actualité. Mais je propose qu'on adopte un autre point de vue et notamment qu'on fasse une discussion sur le point de vue du Sud par rapport à ce conflit. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de la communauté internationale, genre les sanctions de la communauté internationale, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ces sanctions, en fait, de ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est l'Occident. Moi, j'avais lu une excellente interview d'un gars sur Euronews et qui expliquait qu'en fait, on a l'impression qu'on est en train d'isoler la Russie, mais que c'est faux, en fait. Je veux dire, c'est plutôt l'Europe qui est en train de s'isoler parce que partout dans le monde, la situation, les réactions sont beaucoup plus complexes. Ça ne veut pas dire que les gens ne condamnent pas, mais qu'il y a toujours des échanges et tout. Et donc, je pense que ça serait intéressant aussi de voir un peu de décentrer un peu notre regard, de voir comment un peu partout dans le monde on voit ce conflit. Qui veut commencer? Ahmed ou ouais. De toute façon, moi, le conflit, je vais le voir du point de vue africain et du point de vue des Afro-descendants qui vivent en Occident. Beaucoup d'Africains ont découvert qu'il y avait des Noirs qui vivaient en Ukraine et puis en Russie et qui ont été particulièrement maltraités. Je m'arrêterai là, je préfère laisser d'autres personnes parler pour expliquer en fait comment cette crise est apparue et quelles en sont les conséquences pour les communautés immigrées ou indigènes qui vivent dans ces pays de l'Est. Et cette guerre met en valeur et en surface le fait qu'il y a en Europe, en Occident, des communautés qui viennent des pays du Sud qui étaient invisibilisées et qu'aujourd'hui on ne peut plus cacher. Et quand on voit comment elles sont traitées dans ces pays-là, je crois que c'est un peu ce qui se passe dans nos pays ici en Occident et qu'il y a de quoi donc apporter notre expertise vis-à-vis de gens qui souvent sont choqués par le traitement qu'ils ont subi. Et par rapport, ce qui fait beaucoup discuter, c'est aussi par rapport en Afrique, les réactions qu'il y a eu par rapport à l'ONU. Et on avait beaucoup pointé du doigt le fait que pas mal de pays africains s'étaient abstenus de condamner la Russie. Oui, l'Amérique latine et tout. Donc, en fait, et j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas qu'il y a une complexité. Je veux dire, le fait de s'abstenir, ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent la Russie, mais qu'il y a aussi ils doivent faire face à des contradictions, et notamment, ils ont des accords commerciaux, en fait, avec les Russies, que ça devient compliqué s'ils condamnent et tout. Donc, il y a vraiment tout ça qui s'entrelace. Non, mais c'est parce que l'Afrique rentre dans un monde multipolaire. Voilà. C'est-à-dire qu'auparavant, l'Afrique a été considérée comme des pays qui devaient s'aligner sur l'Occident, c'est-à-dire sur la France, sur l'Angleterre, les États-Unis. Aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, je pense que les Africains ont commencé à prendre un peu plus de liberté dans leur façon d'agir vis-à-vis des grandes puissances occidentales. Et c'est ça que la France et les États-Unis ont du mal à comprendre. Ouais. Quelqu'un veut...
Youssef, il calme, hein. nous laisse parler. Il se réserve. Youssef, il nous laisse parler pour après faire son monologue. Donc, non, mais c'est bien si on a un échange. Non, mais je rejoins ce que disait Ahmad. C'est vrai qu'il y a une différence, un fossé assez abyssal entre les réactions de ce qu'on appelle la fameuse communauté internationale, qui est une communauté occidentale, et le reste des pays du Sud, tout simplement aussi. Il y a évidemment ces contradictions-là. Et puis, dans beaucoup de pays africains, en fait, le seul impérialisme, en tout cas, qui voit à l'œuvre, c'est l'impérialisme français. Donc, quand on vient leur dire que la France, en plus, s'érige comme le pays de la liberté, le pays qui va de la apporter libre détermination des la peuples, libre détermination des peuples, qui va soutenir les Ukrainiens, etc. Il y en a beaucoup qui rigolent. Quand en Amérique latine, on leur dit que les États-Unis sont à la pointe du combat pour la liberté des Ukrainiens, ils explosent de rire. Donc ce n'est pas que les Africains ou les Latino-Américains sont plus cons ou qui n'auraient aucun sentiment ou qui ne voudraient pas se solidariser avec l'Ukraine. Énormément de pays sont solidaires et parfois se sont abstenus pour pas, comme tu disais, des fois pour pas rentrer en contradiction parce qu'ils ont des intérêts avec la Russie, mais à la fin des fins, ils regardent aussi leur principal danger. Et l'immense majorité de la planète, je le rappelle, leur principal danger, le principal impérialisme, c'est pas l'impérialisme russe. Mais ce parallèle on peut faire aussi un parallèle quand même entre ces réactions-là et les réactions qui avaient suscité le 11 septembre. On attendait beaucoup, la communauté internationale, etc. Et lorsque vous alliez au Moyen-Orient ou en Amérique latine ou en Afrique, les réactions n'étaient absolument pas les mêmes. Il y en a même des gens aussi qui même célébraient ce qui s'était passé là-bas. Donc, je veux dire, faut se poser les bonnes questions. Faut se poser les bonnes questions et se demander pourquoi tous ne prennent pas le train occidental et soutiennent les discours et les appels à l'union internationale contre la Russie. Ouais, j'ai l'impression que en fait, il y a un peu du cynisme dans le Sud en mode mais on ne croit pas à vos discours en fait sur la liberté. C'est pas du cynisme. Non, mais je veux dire pas du cynisme, mais comment dire Non, c'est de la lucidité. Ouais, de la lucidité. Non, mais tu sais, il y a un peu. En fait, c'est un jeu que vous avez vous-même imposé, le fait que c'est un rapport de force violent, qu'on peut faire intervenir l'armée, et qu'en fait, vous êtes un peu pris au dépourvu, parce qu'il y a quelqu'un qui joue ce jeu, et que ça vous emmerde, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que la Russie joue le jeu de ce qu'on a imposé, quoi. L'impérialisme a voulu jouer au fou, l'impérialisme a trouvé plus fou qu'elle, enfin plus fou que lui, en tout cas. Et puis voilà, on est dans ce... Mais pour comprendre aussi, il faut repartir. Alors, tu étais parti du 11 septembre, Tariq, tu as tout à fait raison. Et on pourrait repartir plutôt de 91 même. L'effondrement de l'URSS, je crois que la grande escroquerie, elle date de cette époque. Enfin, pour ceux qui se souviennent peut-être un petit peu. Mais 91, très très rapidement, c'est là que la duplicité occidentale éclate au grand jour. C'est qu'on va faire payer à Saddam Hussein, qui a envahi à l'époque le Koweït, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Saddam Hussein est sommé de se retirer du Koweït. Il y a une résolution du Conseil de sécurité. Et alors que Saddam Hussein se plie à cette résolution, le lendemain, on envahit l'Irak. Et Mitterrand a joué un sale jeu là-dedans, parce que Mitterrand a été celui qui effectivement a proposé de négocier. Enfin, je passe les détails. Toujours est-il qu'une coalition se constitue qui envahit l'Irak, et ça va être absolument effroyable. Ça va être Bagdad, Bagdad en flammes. J'ai encore ces souvenirs terribles de Bagdad en flammes, mais partout, les ponts détruits sur le Tigre, tout, les missiles qui pleuvent sur la ville et tout. Et des gens protestent et disent on ne comprend pas, parce que vous envahissez et vous détruisez l'Irak, parce que l'Irak n'a pas respecté, soi-disant, de résolution de l'ONU, et en fait, elle l'a respecté en plus. Mais enfin... Alors qu'Israël n'a jamais respecté une seule des résolutions de l'ONU depuis 1948, et Israël n'a rien, il n'y a aucune sanction, etc. Et à cette époque, que répond l'Occident ? Oui, c'était vrai, mais maintenant ça va changer, parce que maintenant nous allons mettre en place un nouvel ordre international. Et c'est l'expression de l'époque, le nouvel ordre international. Alors c'est Bush père, etc. Et tout le monde va... non, mais maintenant il va y avoir un nouvel ordre international. Maintenant il va y avoir... Et on a fait croire ça au monde entier, que désormais les résolutions de l'ONU seraient respectées par tout le monde, il n'y aurait plus de problème, et qu'on allait vivre dans un monde idyllique. En 30 ans, les gens, 30 ans, 91, 2021, les gens se sont rendus compte de l'énorme mensonge. Les peuples, aujourd'hui, refusent de continuer à marcher dans cette escroquerie humanitaire, soi-disant humanitaire, et ils ne croient plus à l'universalisme occidental, surtout. Ils ne croient plus à l'universalisme occidental, et ils se rendent compte de ce deux poids, deux mesures. Et là, on arrive vraiment, avec cette histoire,
vraiment une fois de plus cette escroquerie qui est mise en avant, où on nous fait croire qu'il faudrait réagir avec compassion, etc. Et je crois que les peuples du tiers-monde, les peuples du Sud, n'ont plus de voilà, on n'a plus de larmes. C'est ce que je dis, on n'a plus de larmes. On a trop pleuré. Ces dizaines d'agressions occidentales, il y a eu 140 guerres depuis 1945. 140 guerres. C'était le philosophe Régis Debray qui avait calculé ça à peu près. Et ces 140 guerres, évidemment, dans l'immense majorité des cas, elles ont été menées par les pays occidentaux contre les peuples du Sud. 140 guerres, avec des millions. Et c'est Chomsky qui chiffrait à 50 millions le nombre de morts depuis 1945. 50 millions le nombre de morts depuis 1945 des guerres occidentales. Alors, OK, on est d'accord là-dessus. Je crois qu'au Sud, c'est ça en fait. Hein. Alors, juste pour donner encore un ordre de grandeur, l'aide qui est, alors tant mieux pour les Ukrainiens, hein, mais l'aide qui est accordée actuellement à l'Ukraine équivaut au PIB du Mali. Au PIB du Mali. C'est-à-dire que simplement l'aide qui est accordée, elle équivaut quelque chose comme 16 milliards de dollars. Et alors l'aide qui a été votée hier aux États-Unis, hein, c'est 13 milliards de dollars. Avec livraison de 75 000 missiles, avec aussi bien missiles anti-chars que missiles Stinger, les fameux Stinger qui ont abattu la puissance russe en Afghanistan. Je veux dire, simplement l'Union européenne donne 1 milliard d'euros d'aide militaire, sans parler de toutes les aides humanitaires, sans parler de l'accueil, sans parler jusqu'à Carrefour, on l'a vu, hein, jusqu'à l'UNICEF, etc. Les restos U sont à 1 euro pour les Ukrainiens maintenant, vous le savez. Oui. À Paris. En fait, les étudiants ukrainiens peuvent manger, alors que les étudiants du tiers-monde qui sont à Paris... Voilà, non mais pour préciser les propos, parce que je sais que des gens vont mal interpréter, c'est que ça... tu ne t'indignes pas de ces mesures, mais tu dis en fait on aurait pu faire ça... J'ai dit tant mieux, Voilà. Mais le Congo... Non mais parce que les gens... Faut attendre ça. Oui, bien sûr. Donc on est obligé... Bien sûr. Alors le Congo, bien sûr. En fait, c'est comme ce qu'on avait dit la dernière fois avec l'Arabie Saoudite et le Yémen, c'est qu'en fait, on aurait pu prendre des sanctions, on peut prendre des sanctions contre l'Arabie Saoudite bien sûr. pour arrêter le massacre au Yémen et on fait rien. Non, c'est le 2 poids 2 mesures qui est absolument insupportable et je crois que le tiers-monde s'en rend compte actuellement. Et si on va sur tous les sites de la presse des pays du tiers-monde actuellement, moi je le fais pour l'Algérie comme ça, on voit que les gens ont d'autres préoccupations. Ils ont tellement d'autres préoccupations au niveau du quotidien que effectivement pour eux l'actualité en Ukraine n'est pas de première importance. Voilà. Je pense aussi que c'est une occasion historique pour les pays du Sud de se désolidariser et se détacher de ces puissances impérialistes sans l'assumer officiellement. Je crois qu'il y a, au-delà de tout ce qu'on peut dire dans les pays du Sud, qui souvent sont considérés comme des pays dictatoriaux, des pays qui se moquent un peu de l'avenir de leur population, c'est une occasion en or pour eux, parce qu'en politique, il y a beaucoup de cynisme. C'est une occasion en or de se détacher de cet impérialisme qui nous colle à la peau depuis maintenant plus d'un siècle. Hein, c'est tout à fait... ça fait partie du jeu, c'est partie du game, quoi. Mais en fait, oui, j'ai l'impression que les cartes sont en train d'être redistribuées et que, alors, ça va être une note un peu pessimiste de ma part. En fait, ça me rappelle un peu l'époque de la guerre froide où les puissances du Sud, c'est un peu la troisième voie avec l'idée qu'on peut jouer en fait sur cette concurrence pour tirer son épingle du jeu. Et ce qui pouvait nous rassurer un petit peu, c'est qu'on se disait bon, l'URSS avait plein de défauts, mais il y avait quand même cet idéal communiste qui pouvait qui pouvait soutenir les luttes décoloniales, anticoloniales, les luttes tiers-mondistes. Par intérêt, hein, pas plus par... c'était le jeu des contradictions, tout simplement. J'ai l'impression maintenant que, par exemple, quand on voit les contradictions et les conflictualités qu'il y a, qu'en fait, c'est juste des puissances capitalistes qui s'affrontent et on a juste à choisir, ils ont juste à choisir entre, on va dire, le capitalisme états-unien ou alors le capitalisme russe, le capitalisme chinois, et qu'il n'y a plus vraiment d'idéal. Mais peut-être que c'est une opportunité, justement, cette fois-ci, pour que, enfin, ils ne regardent ni plus à l'Est, ni plus vers la Chine, ou ni plus vers les États-Unis, etc. Mais qui pensent, par exemple, à un renouvellement du panafricanisme. De façon auto-centrée. Voilà, de façon auto-centrée, et surtout de penser en des solidarités intra-africaines ou des solidarités intra-latino-américaines, justement, pour fonder une solidarité du Sud, et exclusivement du Sud. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas à quel point, quand on vit dans ces pays du Sud, à quel point les gens, ils en ont marre. Qu'on leur parle toujours, si vous voulez, des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc en fait, pour eux, c'est une occasion en or. Ils ne le diront pas, parce qu'ils ont beaucoup d'intérêts. Ils sont financés souvent par ces pays de l'Europe occidentale, des États-Unis. Mais je pense vraiment que c'est une occasion en or pour eux de commencer à entrer dans un monde multipolaire.
de façon à affaiblir la puissance que peuvent avoir la France, l'Angleterre, les États-Unis sur nos pays. Et je pense qu'ils sont en train de jouer ce jeu-là. Alors, il y a Soso Manège qui a plusieurs fois fait des critiques en disant que les gouvernements dans le Sud sont corrompus, que mais de toute façon le Maroc est copain avec Israël, l'Algérie c'est corrompu. Mais je crois qu'il n'a pas compris. Soso Manège, on parle des peuples en fait. Voilà. On parle pas des gouvernements, on n'est pas... Non mais... Oui, alors par rapport à cela, effectivement, alors corrompu, en plus c'est le terme, corrompu, ok. Chez nous, il n'y a pas de corruption, par contre. Voilà. La terre entière est corrompue. Voilà, une fois qu'on a dit cela. Et puis il y a des corrupteurs. S'il y a des corrompus, il y a des corrupteurs. Voilà. Et puis n'allons pas croire que la France est à l'abri de cela, que les États-Unis. Alors parlons du principe qu'effectivement, dans le monde entier, il y a de la corruption. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit une fois qu'on a dit cela? C'est de la même manière quand on parle de la Russie. C'est un capitalisme hautement où la corruption serait érigée en loi suprême. Mais je suis désolé, mais quand vous regardez les réseaux de Macron, la corruption. Mais comment expliquer que des milliardaires français aient autant de milliards? Ils les ont eu comment ces milliards? Par leur travail? Ça, on n'arrivera jamais à me le faire croire. Hein. On n'arrivera jamais à me faire croire que c'est par leur travail que tous les dirigeants du CAC 40 sont aussi riches. Donc, quand on voit que par exemple Bernard Arnault a doublé sa fortune pendant le Covid, etc. était alors on exactement. Il a dû vendre beaucoup de parfums. Ouais. Les gens passaient leur temps à se parfumer. Ouais, non, c'est ça. Il faut être un petit peu sérieux. Ok, tout le monde est corrompu. Alors à partir de là, comment on fait? Et comment on tente de mettre en place un monde un peu plus vivable? Eh bien, pour commencer, il faut arrêter avec cette toute-puissance occidentale. Il faut arrêter avec cette toute-puissance occidentale qui a un boulevard devant. Parce que, comprenons-nous bien, ce que l'Occident veut, c'est prendre Moscou en termes de libéralisme. C'est pas du tout instaurer la démocratie. Poutine, il s'accommode parfaitement de Poutine. Si Poutine n'avait pas eu son problème là, il n'y aurait eu aucun souci. Mais surtout qu'ils l'ont fait. Bien sûr. Ils l'ont fait dans les années 90. Il faut se souvenir comment les Occidentaux ont dépecé l'Allemagne de l'Est, ils ont dépecé la Russie, etc. Ils se sont très bien accommodés. La Yougoslavie, évidemment, mais ils se sont très bien accommodés de tous les oligarques. Là, aujourd'hui, ils parlent des oligarques, bien etc. Sûr. Ils étaient très amis avec tous ces oligarques. Ils le sont jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, ils n'ont aucun problème avec ça. C'est juste qu'à un moment donné, Poutine a pu représenter un obstacle dans le sens où il ne voulait plus que la Russie soit captée. Un effet de son nationalisme. Par le capitalisme étranger. Il voulait créer un capitalisme national. Il a voulu jouer son propre pion. Voilà, il a voulu jouer son rôle. Sauf que comme l'Occident le fait. Sauf que les capitalistes occidentaux ont tellement besoin de plus de débouchés, ont tellement besoin de placer des capitaux, etc. dans les pays étrangers, qu'à un moment, ça s'avère être un obstacle pour le développement du capitalisme. Et c'est ce que peut constituer... Précise, du capitalisme occidental. C'est ça, c'est que le capitalisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a des couleurs. Et les États-Unis défendent le capitalisme des États-Unis. La France... Alors, il n'y a que l'Europe qui se fait complètement bouffer par les États-Unis. C'est-à-dire, entre parenthèses, elle est prête à se livrer même aux États-Unis. Hein. Mais il est clair que le capitalisme occidental défend le capitalisme occidental. Parce que sinon, on ne pourrait pas comprendre, puisque c'est le libéralisme partout. La loi du libéralisme ferait qu'il n'y aurait pas de souci. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a un moment, en Russie, on dit on va défendre un capitalisme russe. Et ça, l'Occident ne veut pas l'admettre. Qui est tout aussi néfaste que tout autre capitalisme. Je vais reprendre un commentaire de Soso Manège parce qu'il insiste. Il a dit évidemment qu'en France c'est corrompu, c'est pas la question, mais juste je vois pas de mouvement de peuple se former à l'heure actuelle dans les pays du Sud. La Turquie, c'est parce qu'il y en a en France. Mais je voudrais juste. Non, mais déjà il y a le cas en France. Et comme a dit Ahmed, s'il y a des corrompus, c'est des corrupteurs. Et donc j'ai envie de dire, Soso Manège, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité dans le fait que les pays du Sud, quand ils se révoltent, quand ils veulent passer quelqu'un au pouvoir, ils se font massacrer. Non, mais le problème qui se pose là, c'est qu'on veut toujours que les peuples du Sud soient exemplaires, qu'ils soient exempts de tout défaut, qu'ils soient les plus beaux, les plus jolis, etc. Il y a un romantisme. Il y a un romantisme. Il faudrait que les pays du Sud, il n'y ait pas de corruption, que tout le monde soit moralement clean. La vertu partout. La vertu partout. Mais ça, c'est pas possible. Et en même temps, on aide les dictateurs. C'est ça, c'est qu'à chaque fois que dans les pays du Sud, il y a eu des mouvements de population, ils ont été réprimés par l'Occident. On se rappelle Sankara. C'est quand même la France qui a intervenu. Exactement. Évidemment. Mais tous, Nkrumah, Sankara, Lumumba, etc. Tous les dirigeants africains, et pas uniquement qu'en Afrique, qui ont voulu changer les choses, ont été éliminés d'une façon ou d'une autre. C'est aussi ce qu'il faut avoir en tête. Et je crois que ces pays du Sud ont beaucoup appris justement des pays occidentaux. C'est-à-dire il faut savoir faire preuve de cynisme, savoir faire preuve d'opportunisme au moment où les occasions se présentent. Et je pense que la guerre d'Ukraine par les Russes permet justement à ces pays du Sud de prendre un peu plus de liberté, d'autonomie, de liberté de manœuvre par rapport à l'Occident. On a vu le cas justement au Mali avec le président Assimi Goïta qui a demandé à la France de partir. Pour la France, ça a été un scandale. Mais comment un président malien peut demander à la France de quitter le Mali alors qu'on est venu pour vous aider ? Justement, je veux dire que
les générations d'aujourd'hui en Afrique sont nées après la colonisation. Et donc, elles ont une vision différente de leur monde. Et je pense que les jeunes, ils sont vraiment choqués de voir à quel point les Occidentaux... Faut marcher à Ouaga, faut marcher à Cotonou. Bah justement, on a l'impression, c'est ce qu'ils disent un peu, qu'il n'y a pas de mouvement en Afrique, alors que, en fait, c'est que vous connaissez rien. Il y a des Exactement, mouvements dans la jeunesse. exactement. Ça. Il faut voir en Afrique, quand on marche dans les ministères, à quel point... Je veux dire, nos ministres, comment ils sont instrumentalisés par de jeunes coopérants français qui ont à peine 40 ans. Et moi, je me rappelle d'une anecdote, c'est-à-dire qu'on était au ministère de la Santé, on était là en train de parler entre pharmaciens d'une situation particulière, et d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui interpelle le président de l'ordre des pharmaciens en disant « Monsieur Durand va vous recevoir ». Bah, d'un coup, le mec, il s'est raidi. Parce qu'il allait voir son professeur, quoi. Mais ça, aujourd'hui... Il y a des vieux réflexes, quoi. Voilà, absolument. C'est-à-dire que, on lui dit Monsieur Durand, le mec, il se raidit, alors que 2 minutes avant, il disait oui, mais de toute façon, voilà ce qu'on va leur dire, voilà comment ça va se passer. Mais il suffit qu'on lui dise que Monsieur Durand l'attend pour que la personne se raidisse. Et ça, les jeunes générations, elles ont vu ça, elles ont vécu ça. Elles ont déconstruit aussi. Alors, elles n'ont pas vraiment déconstruit, mais justement, elles se positionnent contre ce type de relation totalement déséquilibrée qui fait que lorsque un blanc arrive, il faut se mettre... T'excuses pas. Un blanc français en général. Il faut se mettre au garde à vous. Et ça, les gens au Mali, en Centrafrique, c'est particulièrement perceptible. Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que ce n'est pas une politique que de dire la France dehors. C'est pas parce qu'on met la France dehors que tous nos problèmes seront réglés. Mais c'est un départ. Mais c'est un point de départ. Non, ce qu'il faut, c'est établir de nouvelles relations. Mais ça, c'est un peu tous les débats qu'il y a eu au sein du marxisme et tout. Je veux dire, pour qu'il y ait un vrai mouvement révolutionnaire, il faut déjà qu'il y ait une indépendance nationale. Je veux dire, ça, c'est un préalable. Une théorie révolutionnaire. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ça ou pas? Sur l'Ukraine, un tout petit peu, non, mais je voulais juste, parce qu'on parlait tout à l'heure de censure, etc. Je voulais juste revenir quand même sur ce qui se passe actuellement, parce que vraiment, c'est absolument choquant. Tout ce qu'on voit depuis pratiquement 3 semaines, ce flot de censure, ce flot de consensus belliciste qu'on entend matin, midi et soir. C'est vraiment, les drapeaux ukrainiens de partout, les messages à la télévision, les messages dans les stades, les capitaines de foot qui doivent porter leur brassard avec les couleurs de l'Ukraine, etc. Enfin, il y a vraiment... Et puis, il y a de la part des médias l'idée qu'il y aurait de la part de la Russie une guerre de l'information. Bon, bah oui, dans chaque guerre, il y a une guerre de l'information. Ça, oui, d'accord. Ils apprennent rien de nouveau. Et surtout, ces mêmes gens qui nous parlent de guerre de l'information sont les premiers à mener en France même une guerre de l'information. Quand ils parlent, par exemple, des journalistes qui sont au garde à vous en Russie, etc. Mais aujourd'hui, avoir un autre son de cloche sur les plateaux de télévision en France, c'est absolument impossible. On voit le traitement de Mélenchon. Le traitement de Mélenchon, par exemple. Voilà. Et surtout, il y avait un reportage sur France 2 sur la propagande de la part des médias russes. C'est très drôle, oui. Où ils reprochaient aux médias russes de justifier l'invasion de l'Ukraine en parlant de campagne de libération, etc. De dénazification. Mais surtout campagne de libération. Mais quand les États-Unis ont envahi l'Ukraine, on ne parlait pas de campagne de libération. Quand ils ont envahi l'Irak, tu veux dire. L'Irak, pardon. Oui. Mais ce qu'on a fait en Libye, la Libye, non, mais je veux dire, c'est ces mêmes termes qui étaient utilisés. C'est ces mêmes termes. Et surtout, ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'à la limite, qu'on en parlait tout à l'heure, la Russie, c'est une dictature. Voilà, c'est une dictature. Mais la France, je rappelle que c'est supposément ça devrait être une démocratie. Et la dernière chose, c'est qu'on nous parle de ces journalistes qui sont ostracisés, qui sont réprimés, ce qui peut être vrai, etc. Mais je rappelle un fait quand même, il y a quelques années, il y a 2 ans, il y a des journalistes de Disclose, donc un super média, qui avaient sorti des documents déclassifiés sur le Yémen. Ces gens avaient été convoqués par la DGSE en France pour s'expliquer sur ça. Donc, sur la provenance de leurs documents. On peut citer le cas de Wikileaks et de... Assange. Assange. Bien évidemment, Assange. Il y a Poutou qui n'a pas été invité au débat sur la guerre. Voilà. Ouais. Non, mais en plus, ce que je veux préciser aux gens, c'est qu'en disant ça, parce qu'après ils ont l'impression qu'on relativise l'acte de Poutine. Mais ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que notre responsabilité à nous, c'est de pointer notre propre impérialisme. Bien sûr, nous vivons dans un pays d'OTAN. Dans une des capitales de l'OTAN. Bon, la capitale de l'OTAN, c'est Bruxelles, d'accord, mais la France est une des capitales de l'OTAN. En Europe, parce que bien sûr, c'est le long bras de Washington, l'OTAN, de toute façon. C'est une fiction, l'OTAN, c'est Washington. L'OTAN qui a été mis en place, soi-disant pour la guerre froide, qui se maintient, alors qu'en théorie, il n'y a plus de guerre froide. Donc on voit bien que là, il y avait déjà un problème. Non, mais ce qui est grave, c'est qu'on vit aujourd'hui, on ne vit pas dans un pays qui serait équilibré, on est dans un pays qui est totalement partie prenante de cela,
qui est engagé, la guerre est commencée. La France fait partie des pays belligérants, même si Macron prétend que non. La France a perdu le rôle d'arbitre qu'elle aurait pu avoir lorsque De Gaulle avait retiré la France du commandement intégré de l'OTAN, même si la France était officiellement toujours. Mais elle aurait pu avoir un rôle un petit peu équilibré. Elle l'a totalement perdu depuis qu'elle a réintégré. C'est qu'elle avait un certain aura dans le Sud. Eh ben, exactement. C'est ce qui faisait qu'elle pouvait effectivement parler. On défendre De Gaulle. Hein. Alors, oui, on ne va pas se mettre à défendre De Gaulle, on explique la complexité. Mais la complexité. Mais justement, la guerre en Ukraine, ça révèle énormément de complexité voilà. et de contradictions. Et qu'on veut empêcher. Voilà, aller jusqu'à aujourd'hui, De Gaulle en Amérique latine, il est considéré comme un grand homme. Mais bien sûr. Faut même pas aller si loin. Tu vois en Afrique de l'Ouest. Tu vois, De Gaulle, ça reste. Parce que c'était une voix un peu dissonante dans le camp occidental. Mais oui, et même en Algérie d'ailleurs, c'était un peu considéré. Alors, cela dit, ce que je veux dire, c'est qu'on vit. Et alors, ce qu'il y a de très très grave, c'est ce que tu disais, c'est qu'il n'y a absolument aucune voix dissonante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même pas un journaliste qui va venir en disant OK, Poutine, méchant, etc. On est bien d'accord, mais l'OTAN, c'est pas rien. Vous savez que l'OTAN actuellement a énormément de revues, il y a des magazines, on sait tout, et il suffit d'aller sur Internet et de voir, mais c'est un discours de guerre que l'OTAN tient actuellement. Ils sont en train d'évaluer les forces, est-ce qu'on peut les avoir les Russes, etc., etc. Ils sont déjà en train de préparer la guerre, et depuis très longtemps, bien avant que Poutine envahisse l'Ukraine. Je crois que les gens n'ont pas conscience du monde dans lequel ils vivent. Et actuellement, aujourd'hui, on commence des manœuvres en mer du Nord, avec l'Angleterre, la Norvège, etc., qui étaient déjà prévues depuis longtemps, avant même que Poutine songe envahir l'Ukraine. Donc ce que je veux dire, c'est que l'OTAN est une machine de guerre. Et ce qu'il y a de grave, c'est que nous, notre rôle à nous, militants, au cœur d'un pays, de cette machine de guerre, c'est de dénoncer cette machine de guerre. Faisons confiance. Il y a une question, Edouard. Faisons confiance. Au contraire, est-ce que ça peut pas être aussi l'occasion pour l'Union européenne de constituer une force indépendante? Et malheureusement, notamment avec la question du gaz. Mais non, justement, c'est que ce qu'il y a de grave, c'est qu'actuellement, les États-Unis, il a beau jeu Biden de laisser faire, il sait que ça va dans son sens. Surtout qu'ils vendent leur gaz. Exactement. Donc c'est Biden qui a imposé l'arrêt du gaz russe, d'accord, sachant que lui-même, il va pouvoir ensuite se remplacer et faire de grosses affaires. Et ce que je veux dire, non, mais c'est toujours le dindon de la les Européens, ce sont les dindons de la farce. C'est qu'actuellement, eh bien, l'Europe aurait eu l'occasion, justement, après la guerre froide, de constituer une défense autonome, de se séparer, de couper le cordon ombilical avec les États-Unis depuis le plan Marshall, etc. L'Europe n'a pas fait. Elle s'est complètement enchaînée et elle est en train de se suicider à nouveau. Parce que, au lieu de tirer les enseignements de l'Ukraine, au contraire, elle va se jeter encore davantage dans les bras des États-Unis. Et mon opinion, c'est que ça va se terminer très mal. Il ne peut pas en être autrement. C'est qu'actuellement, l'Europe, à force de suivre les États-Unis et de refuser de se constituer en tant que telle, l'Europe, je le dis, elle va se suicider. Vas-y. Oui, et concernant donc toujours au niveau du système d'information, ce qu'il y a de grave, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucun journaliste qui apporte une voix dissonante simplement, qui équilibré, même pas. On ne demande même pas de soutenir Poutine parce que nous-mêmes on ne le fait pas. Et surtout quand tu parlais tout à l'heure c'est notre responsabilité nous ici en France, on est les premiers à soutenir et à féliciter le mouvement anti-guerre qui se développe en Russie. Voilà. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je voulais dire. Faisons confiance à nos camarades russes. Voilà, bien sûr. Ils sont conscients. Voilà. Donc moi je me sens solidaire de ces gens-là. Je me sens beaucoup plus solidaire de ces Russes là-bas que des. Mais le meilleur moyen de les aider, c'est de faire de même. Contre son propre impérialisme, selon la formule, il faut d'abord lutter contre son propre impérialisme. Donc à nous ici d'abord de lutter contre notre propre impérialisme plutôt que de donner des leçons aux Russes. On va finir. Vas-y. Non, juste une dernière chose qu'on en parlait tout à l'heure avec Ahmad. La manière et comment une crise aussi permet un véritable dévoilement des obsessions et des idées profondes ancrées dans la conscience de nos pays occidentaux. Je m'explique. La question raciale. On a vu ces derniers temps dans les médias des gens nous dire qu'il fallait absolument accueillir les Ukrainiens, etc., etc. Et en fin de compte, on voit bien cette obsession de la race et à quel point la race existe, même si elle n'est jamais dite comme ça, mais à quel point les gens, en tout cas les commentateurs, etc., présents dans les esprits, inscrits dans leur conscience. Ils sont obnubilés par ça. Alors, ils modifient les termes en parlant de proximité géographique, etc., etc. Mais il n'y a qu'à voir, par exemple... Ils ont les mêmes voitures que nous. Oui, voilà, ils ont les mêmes voitures, mais surtout, quand on parle, on voyait ces Nigérians, etc., qui sont repoussés à la frontière parce qu'ils ne sont pas... même s'ils viennent d'Ukraine, même s'ils viennent de scènes de guerre, ils n'ont pas le droit de passer en Pologne, en Hongrie, etc., chez des pays
pays qui sont quand même qui deviennent des berceaux du suprémacisme blanc, Orban, etc. Et surtout, faut voir que même au sein de la population ukrainienne, en France, on fait une distinction. Les Roms ne sont pas considérés de la même manière que les Ukrainiens blancs, etc. Et puis voilà. Et ce qui fait aussi, quand on parle de proximité géographique, non, il y a une proximité raciale. D'ailleurs, on nous dit souvent, on ne peut pas s'émouvoir, quand on reproche aux médias, voilà, mais surtout quand on reproche à certains médias de ne pas s'émouvoir d'attentats qui ont lieu en Syrie, etc., on nous dit, oui, mais c'est... quand on parle par exemple quand il y a des attentats qui sont à New York, le pays est beaucoup plus loin, mais c'est pas pour ça qu'on va pas se solidariser avec lui alors que le pays est extrêmement loin. Donc cette proximité là, c'est un faux prétexte c'est pour un révélateur. cacher. Voilà, c'est un révélateur. Non, mais moi ce qui m'a choqué en fait, c'est la résurgence d'une politique de ségrégation totalement assumée par les pouvoirs ukrainiens. C'est-à-dire qu'on a eu les Africains qui sont arrivés à la frontière, qui ont fait la queue comme tout le monde et à qui on a dit vous repassez derrière, on va d'abord s'occuper des Ukrainiens. On a eu des témoignages où on voit des Africains qui ont été empêchés de monter dans des trains. Et ça, pour beaucoup de Noirs, ça a été la résurgence de ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années avant le grand mouvement d'émancipation, le mouvement des droits civiques de Martin Luther King, à savoir ce régime de ségrégation qui est totalement assumé par les Ukrainiens et qui est totalement nié ici en France. Et ça, c'est absolument choquant. Et c'est pas un hasard si ça a été l'ambassadrice d'Afrique du Sud en Pologne qui la première a réagi en prenant sa voiture, en allant à la frontière et en demandant officiellement des comptes aux autorités douanières et aux autorités ukrainiennes sur le fait que les Noirs étaient relégués afin qu'ils ne puissent pas franchir la frontière. Et ensuite, il y a eu le Nigeria qui est intervenu, le Ghana, et c'est comme ça que le mouvement de ségrégation a été mis à nu par ces pouvoirs politiques africains. Et on m'a rappelé, on va finir sur ça, qu'il y a un dossier qui est sorti aujourd'hui qu'on a montré que la France a vendu des armes jusqu'en 2020 à la Russie. Il me semble que c'était 160 millions d'euros d'armes. Troisième vendeur d'armes au monde, donc je veux dire, toutes ces guerres qu'on voit dans le monde, il faut des armes pour ça. Donc si vraiment ils veulent arrêter les guerres, c'est pas concret qu'ils arrêtent de produire des armes. Mais, alors, je suis désolé, mais on doit... 2 secondes, allons dans le cynisme. C'est que cette guerre d'Ukraine permet aussi à l'OTAN d'expérimenter ses armes. C'est que l'Ukraine est un formidable laboratoire d'essai des armes, et les spécialistes de l'OTAN sont en train d'évaluer les armes et comment se comportent les armes sur le champ de bataille. Comme toutes les guerres impérialistes. Comme toutes les guerres impérialistes. Et c'est ça qui est absolument terrible, c'est que le cynisme est poussé jusque-là. Et on est en train de voir quelles sont les armes les plus performantes. On est en train de préparer toujours... On dit qu'on prépare toujours la prochaine guerre. Avec une guerre, on prépare toujours la suivante. Et c'est ce qui se passe actuellement. On va finir sur un point j'avais vu que j'avais sur la liste de Benzema. Tu voulais parler de Benzema Non, mais non. Non, mais t'as un micro par contre. Par rapport au sujet qu'on vient d'aborder, c'était un peu plus léger, mais je pensais qu'on allait faire une émission de 2 heures, c'est pour ça. Donc, ah non, mais moi, c'est pas du tout léger. Alors, non, mais c'est pas léger dans le sens où comment dire, ça n'a pas d'importance. Ça a pour moi une grande importance, et pour tous les amoureux du ballon rond. Et donc, il est impatient là quand ça parle de. Non, mais le gars, il parle pendant 28 minutes. Attends, tranquille. Non, mais tout simplement, il y a eu le 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Le Real a battu le PSG au match retour et s'est qualifié. 3 buts de Benzema. Voilà, déjà ça c'est un plaisir. Et il y a eu un triplé de Karim Benzema. Donc déjà sur le plan sportif, c'était une performance exceptionnelle. Et puis bon, on peut pas s'empêcher, sur le plan un peu plus symbolique, racial, ouais, peut-être, mais en tout cas sur le plan symbolique d'avoir une petite jubilation, parce que c'est vrai que il bat le plus grand club français. Et voilà, il y a une réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que il a été vraiment très très calomnié, on va dire, pendant plein d'années. Là, il est revenu en équipe de France, et puis avec son club, il élimine le plus grand club de France aussi. Et tout ça, il le fait avec son talent, quoi. C'est-à-dire, il a pas répondu de manière affective. Il a répondu sur le terrain. Voilà, il a répondu sur le terrain.
Et voilà. Non, C'était- non, C'était mais- plaisant. Pour toi, le PSG, c'est le plus grand club de France. Non, mais ouais, non, Bah, mais- non, mais championnat non. de France. Et oui, Ouais. c'est Championnat de France. Après, ouais, après tu parles des capitaux qataris. Non, non, pas du tout. Je Non, pose des non, questions. non, non, Ah, du Il y a plus grand quelqu'un- club dans le sens. Non, non. Il y a quelqu'un Non, qui pose des actuellement, questions. bah, c'est le club qui est le J'y plus- connais pas grand-chose, donc Bah, je ils pose des sont en questions. tête du championnat. Oui, quoi. oui, non, D'accord. il survole le championnat, mais après, il y a quelqu'un qui a écrit quand le PSG perd, le foot gagne. Non, mais de toute C'est façon, pas faux, ouais. ce qui est scandaleux, c'est qu'en fait, quand on parle de racisme systémique, on est dans le football. Donc, en théorie, dans un sport où, voilà, on célèbre, disons, l'amitié entre les gens, enfin, l'amour, etc., etc. Et en fait, Benzema, c'est depuis une dizaine d'années l'un des meilleurs joueurs de foot en France. Et ils du l'ont- monde. et du monde, effectivement. Et ils l'ont blacklisté. Et ils l'ont blacklisté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sombre embrouille d'une cassette, on ne sait pas quoi, ça n'intéresse personne. Et parce que le monsieur a osé dire que apparemment il avait été écarté pour des raisons de racisme. Alors là, ils sont tous montés au créneau, ils l'ont blacklisté. Le problème qui s'est posé, c'est que le reste du monde, les gens qui connaissent le foot, ont commencé par dire mais comment on peut écarter un type comme ça? Je veux dire, c'est vraiment choquant de voir que la France se passe d'un tel joueur. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont ramené en équipe de France. Ouais. Parce qu'il y a eu la pression du reste du monde pour dire mais qu'est-ce qui se passe en France? Et de faire fi de la présomption d'innocence, quoi. Ouais. Ouais, de toute façon, Et on va finir et on va parler de ça. Je sais pas si. Alors très vite, Aïe. c'est le livre. Aïe. Non, mais ça sera pas assez. Je sais pas si on peut Aïe. faire comme ça. Aïe. Attends, on va voir. On va voir le. Je vais avoir le retour image. Si Christophe peut Aïe. changer d'écran. Et donc c'est le livre de. Attends. Enlève Voilà. tes moufles, Christophe. Louisa Yousfi, Restez barbare, donc qui va sortir le 18 mars. Je vois qu'il y a des petits privilégiés. Il y a des Hein petits privilégiés, bien sûr, avec une dédicace. Voilà, voilà. Donc il va sortir le 18 mars. Est-ce que vous l'avez lu? Qui l'a lu ici? Pas encore. Qui Pas l'a reçu? encore. Levez la main ceux qui l'ont reçu. Moi, je l'ai commandé, mais je l'ai pas reçu. Me balance pas. Attends, on a reçu une? D'accord. Mais tu l'as pas encore lu? Non. Eh ben, donc moi je suis le seul à l'avoir lu, donc je vous conseille ce livre. Alors le commandez pas parce que sinon la fabrique va nous engueuler. Le commandez pas sur Amazon parce qu'ils aiment pas ça la fabrique. Mais il sort le 18 mars. Je sais pas si on peut le précommander sur la fabrique, non? On a Alors, dit- je sais pas, parce que moi, je l'ai commandé sur Amazon. On va en Mais librairie samedi. le 18 mars, dans 4 jours. Et justement, on va recevoir Louisa. On va recevoir Louisa Le 28 mars. pour 28 mars, discuter avec Inch'Allah, ouais. elle de ce livre, Restez barbare. Et on aura. À plein quelle de heure? Vers 2 heures discussions. du matin? On sait pas. D'accord. On sait pas. Inch'Allah. Inch'Allah. On va s'arrêter là. On va s'arrêter Donc, là. On se Louisa, si retrouve- tu nous entends, prends une bonne babysitter. Voilà, on se retrouve dans 1 heure pour l'émission avec Youssef et Ouria. Je ne sais pas si vous voulez rester, vous pouvez rester. Je crois qu'Ahmed reste, hein. Ahmed reste avec Topo nous, hein. et Tariq. Allez, Donc, Tariq, et reste la- un peu, wesh. L'émission, ce sera La France, tu l'aimes ou tu la kiffes. Yeah, Et on va, moi, je la kiffe. on va faire amende honorable et on va montrer qu'en fait, on est les vrais Français. On Bah va faire oui. cocorico. Comme Et on va Roussel, conclure- on aime Voilà, les on va bons faire du produits. Roussel. On aime les bons produits. À toutes. Enfoiré de et Roussel. à très vite. ben, merci. Salut tout le monde, merci Ahmed, merci Youssef, merci Samir et merci Tariq. J'aime trop être à côté de lui, je te jure. Pourquoi? Parce que j'aime